L'enveloppe est arrivée un mardi. Je sais que c'était un mardi parce que j'étais assise à la table de ma cuisine en train d'examiner le bilan comptable d'un client lorsqu'elle a glissé par la fente de la boîte aux lettres à 9h14 du matin. Je peux voir l'horodatage sur les images de la caméra de sécurité que j'ai récupérée plus tard. À l'intérieur se trouvait une lettre recommandée du cabinet d'avocats Beaumont et Clerc, avocats à la Cour, indiquant que j'étais désigné comme la principale bénéficiaire de la succession de Henri-Eugène Collin, mon grand-père, décédé 6 semaines plus tôt lors d'obsèques dont je n'avais pas été informé avant qu'elles ne soient terminées. 21 400 018 $. C'est le chiffre que mes parents ont jugé plus précieux que moi. Bienvenue à nouveau sur Family Revenge Stories New, la chaîne où les personnes discrètes gardent les preuves et où les familles apprennent que le silence n'est pas synonyme de capitulation. Si vous avez déjà vu quelqu'un vous sourire tout en retirant votre nom d'un document, cette histoire est pour vous. Laissez un commentaire, abonnez-vous, et laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé. Mon nom n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est mon métier, car dans cette histoire, ma profession n'a pas été un hasard. Elle a été le rouage entier de la justice. Je suis avocate spécialisée en planification successorale. Je le suis depuis 11 ans. Je rédige des testaments. Je structure des fiducies. Je m'assieds en face de personnes, autour de tables de conférences, qui tentent de protéger ce qu'elles ont bâti des gens qu'elles aiment et des gens qui ne les aiment que de manière conditionnelle. Je lis les documents comme d'autres lisent les visages. Je sais ce qu'un testament dit. Je sais ce qu'il signifie. Et je connais avec une précision clinique les 17 manières dont une famille peut tenter de contester, de contourner ou d'effacer discrètement un tel document. Mon grand-père, Henri, a bâti sa fortune à l'ancienne, 40 ans dans l'immobilier commercial dans la région du Mid-Atlantique. Un homme qui scellait les affaires d'une poignée de main, puis rentrait chez lui pour lire le contrat 2 fois avant de le signer. Il n'était pas chaleureux de la manière dont les photographies semblent chaleureuses. Il était chaleureux à la manière d'un homme qui répond présent. Il est venu à ma remise de diplôme de l'école de droit. Il m'envoyait des cartes pour mon anniversaire, pas de messages textuels, mais des cartes avec des mots écrits de sa main qui comptaient toujours exactement 3 phrases. Il posait des questions et attendait réellement les réponses. J'étais le seul petit enfant qui le rappelait. Mes parents, ma mère en particulier, avaient une façon bien précise de gérer Henri. Attentif durant les années où sa santé déclinait. Utile de manière visible. Lorsqu'Henri a déménagé de sa maison pour s'installer dans une résidence pour personnes âgées en 2019, c'est ma mère qui a coordonné le déménagement, qui a choisi l'établissement et qui s'est désigné comme le contact principal en cas d'urgence. Mon père conduisait le camion. Il se prenait en photo en train de l'aider. Ces photographies figuraient sur la page Facebook de ma mère avec des légendes telles que « La famille d'abord, toujours ». Henri m'a appelé la semaine après son installation. Il m'a dit que la résidence était correcte, mais que la chambre sentait la vie de quelqu'un d'autre. J'ai conduit pendant 3 heures pour lui apporter son jeu d'échecs et une lampe de son bureau. Nous avons joué 2 parties. Il a gagné les 2. Je n'ai pas dit à mes parents que j'y étais allé. C'était l'arithmétique sur laquelle reposait la famille, mes parents prodiguaient des soins en public, je les apportais en privé, et Henri observait les 2 camps sans rien dire. Je ne comprenais pas alors ce qu'il calculait. Mon grand-père est décédé un dimanche matin en mars de l'année dernière. Il avait 81 ans. Je l'ai appris un mercredi par un voisin de son ancienne maison qui avait vu la notice nécrologique dans le journal local et avait pensé que je devais le savoir. La notice nécrologique listait ses proches survivants. Mes parents étaient mentionnés. Je ne l'étais pas. Je veux être précise sur ce que j'ai fait et ce que je n'ai pas fait à ce moment-là. Je n'ai pas appelé mes parents. J'ai affiché la notice nécrologique sur mon ordinateur portable et j'en ai fait une capture d'écran à 18h47 un mercredi de mars. Je l'ai imprimée. Je l'ai mise dans un dossier. Les funérailles avaient eu lieu le samedi précédent. Pendant plusieurs jours avant que je n'apprenne sa mort, il y avait eu une réception. Il y avait eu des fleurs. Il y avait eu, comme je l'ai appris plus tard par ce même voisin, un livre d'or. Un livre d'or de couleur crème avec un ruban bleu que la gouvernante de Henri depuis 15 ans, une femme nommée Thérèse, avait apporté parce qu'elle pensait que c'était l'usage. Mon nom ne figurait pas dans ce livre d'or parce que je n'étais pas là. Je n'étais pas là parce que personne ne m'avait dit que mon grand-père était mort. J'ai mis la capture d'écran dans le dossier. J'ai mis la notice nécrologique dans le dossier.
J'ai étiqueté le dossier avec la date et le nom complet de Henri, et je l'ai posé sur mon bureau. Puis je suis resté assise sans bouger pendant un long moment. Mes mains étaient à plat sur mon bureau. J'ai remarqué cela. La lettre de Beaumont et Claire est arrivée 6 semaines plus tard. J'ai appelé le numéro. J'ai parlé à un collaborateur débutant qui a vérifié mon identité et m'a dit que l'associé principal, Daniel Beaumont, souhaitait me rencontrer dans les plus brefs délais pour discuter de la succession de Henri-Eugène Collin, dont j'étais la principale bénéficiaire. Je n'ai pas laissé ma voix changer de ton. J'ai dit, jeudi me convient, merci. Je me suis rendu à ce rendez-vous un jeudi matin en mai. Je portais le costume gris que je mets pour les signatures d'actes. J'avais apporté un bloc-notes. Je n'avais pas apporté de dossier, pas encore. Daniel Beaumont approchait de la fin de la soixantaine, un homme qui avait prévisiblement fréquenté des bureaux comme celui-ci pendant des décennies, doté d'un calme imperturbable que j'ai reconnu comme une courtoisie professionnelle accordée à quelqu'un qu'il s'attendait à trouver dévasté. Il avait une boîte sur le coin de son bureau. Il avait un testament marqué par des onglets de couleur. Il avait un acte de fiducie long de 47 pages. Henri avait engagé le cabinet Beaumont et Claire en 2018, 3 ans avant que mes parents ne l'installent dans cette résidence. Il avait rédigé le testament. Il avait établi la fiducie. Il avait, en 2021, modifié les deux. L'avenant était daté du 4 avril 2021. J'ai mémorisé cette date. Le 4 avril 2021 était 11 jours après que ma mère s'était désignée comme contact d'urgence de Henri dans l'établissement. 11 jours après qu'elle avait pris ses photographies. Henri s'était rendu en personne chez Daniel Beaumont le 4 avril 2021 pour réviser ses documents successoraux. La bénéficiaire principale de la fiducie, moi-même. 100% des liquidités et des comptes de placement pour un total de 17 200 000 $. Les biens immobiliers étaient distribués par un acte distinct. Le portefeuille commercial, évalué à 4 100 000 $, me revenait, avec une exception spécifique pour une parcelle de terrain en Virginie que Henri possédait depuis 1987, qu'il léguait à Thérèse, sa gouvernante, car, comme le stipulait le testament avec ses propres mots, elle s'est montrée présente quand cela comptait et n'a rien demandé. Mes parents figuraient dans le testament. Henri leur avait laissé 25 000 $ chacun et un mot. Le mot se trouvait dans la boîte sur le coin du bureau de Daniel Beaumont. Daniel a fait glisser la boîte sur la table. À l'intérieur se trouvait une enveloppe scellée, une pièce d'échec, la dame noire du jeu que je lui avais apportée dans sa chambre, et une photographie de nous deux lors de ma remise de diplôme de l'école de droit. Au dos de la photographie, de la main de Henri, elle lit les petits caractères. Cela a toujours été le cas. J'ai retourné la photographie face cachée sur la table. Je n'ai pas ouvert le mot, pas encore. J'ai demandé à Daniel de commencer par le début et de tout me raconter. Il m'a dit que mes parents avaient contacté l'établissement en février 2021 et avaient entamé des démarches pour faire évaluer formellement la capacité de décision de Henri, évoquant des inquiétudes concernant un déclin cognitif. L'évaluation avait conclu que Henri était entièrement lucide. Mes parents avaient ensuite tenté d'organiser une réunion avec le précédent avocat successoral de Henri, qui n'était pas Beaumont, afin de discuter d'une mise à jour de ses documents. Henri, qui avait apparemment observé la situation se dérouler avec son attention silencieuse bien particulière, avait plutôt téléphoné à Daniel Beaumont et lui avait confié sa représentation juridique. Il avait ensuite, et c'est la partie que l'on relit 3 fois, demandé à Daniel de documenter la chronologie des faits. Chaque contact de mes parents, chaque demande de renseignement, chaque tentative d'accès à ces dossiers financiers passant par le bureau administratif de l'établissement. Daniel avait un dossier. Ce dossier faisait 10 cm d'épaisseur. J'ai demandé une copie de tout le dossier. Daniel a dit qu'il avait anticipé cela. Je suis resté dans ce bureau jusqu'à l'après-midi. J'ai lu l'acte de fiducie de 47 pages. J'ai lu l'avenant. J'ai lu le dossier de 10 cm d'épaisseur. La seconde révélation se trouvait à la page 31 de ce dossier, une lettre que Henri avait écrite lui-même, certifiée par un notaire, décrivant en termes simples ce qu'il pensait être en train de se passer, ce qu'il avait observé, et les raisons pour lesquelles il avait fait ses choix. Il l'avait écrite de la même manière qu'il jouait aux échecs, aucun coup inutile. La lettre se terminait par une seule phrase. Je reviendrai sur cette phrase. Je suis rentré chez moi. J'ai tout mis dans un nouveau dossier, classé par date. J'ai tout relu depuis le début. Puis j'ai préparé le dîner.
J'ai mis un disque. Je n'ai appelé personne. Mes parents m'ont appelé. 2 semaines après l'entretien avec Daniel Beaumont, ma mère a téléphoné un samedi matin avec ce ton particulier qu'elle prend lorsqu'elle annonce des nouvelles qui, selon elle, nécessitent d'être gérées. Elle m'a dit d'une voix presque douce qu'il travaillait avec le tribunal des successions et que les choses étaient, un peu compliquées, concernant la succession de grand-père Henri. Elle a dit qu'il voulait organiser un dîner de famille. Elle a dit qu'il y avait beaucoup de choses à régler et qu'il valait mieux le faire ensemble. J'ai dit que cela me convenait et j'ai demandé l'heure. Lors du dîner, mon père s'est assis en bout de table et a parlé de la succession de Henri comme s'il en était l'exécuteur testamentaire. Il a utilisé l'expression « ce que Henri aurait voulu » à 4 reprises. Ma mère a parlé de la maison familiale, une propriété que Henri avait vendue en 2015, donc un bien qui n'existait tout simplement plus, et de la garder dans la famille. Mon jeune frère, qui était venu en avion de Charlotte, a parlé de stratégie d'investissement pour le portefeuille. Aucun d'entre eux n'avait vu le testament. Aucun d'entre eux ne savait ce qu'il contenait. Ils construisaient des projets sur une simple supposition. J'ai écouté. J'ai mangé mon repas. Je n'ai posé aucune question. Après le dîner, ma mère m'a accompagné à ma voiture et m'a dit, avec la chaleur mesurée de quelqu'un qui choisit ses mots, qu'elle espérait que je comprenais que Henri avait eu besoin de beaucoup de soutien durant ces dernières années et que la famille, c'est-à-dire elle-même et mon père, avait assumé cette charge. Elle a dit qu'elle espérait que je n'allais pas faire d'histoire. Je l'ai regardé un instant. J'ai dit, qui a appelé l'établissement en février 2021 pour faire évaluer sa lucidité? Elle a dit qu'elle ne voyait pas de quoi je parlais. J'ai dit, bonne nuit. Je suis resté assise dans ma voiture dans leur allée pendant 3 minutes. J'ai appelé le bureau de Daniel Beaumont et lui ai laissé un message pour qu'il lance la procédure de notification. Envoyez les lettres. Si vous avez déjà vu quelqu'un se prétendre soignant tout en excluant le nom d'une autre personne de la liste des invités à des funérailles, vous savez déjà quel genre de lettre est envoyé ensuite. Restez avec moi. C'est à partir d'ici que tout devient très, très silencieux. 3 semaines après l'envoi des lettres, mes parents ont convoqué une réunion de famille. Pas un dîner cette fois-ci, mais une réunion dans le salon de leur maison en présence de mon frère, de la sœur de ma mère, ma tante Renée, qui était venue en avion de Floride, et du mari de René, Gérard, qui avait des avis sur des sujets qu'ils ne comprenaient pas et l'assurance nécessaire pour les exprimer haut et fort. Ils appelaient cela une réunion de famille. Pour ma part, je l'envisageais autrement. J'avais apporté un dossier. Ma mère avait disposé des chaises en cercle, ce que j'ai trouvé être un choix lourd de sens. Elle a commencé par dire que la famille devait présenter une position unifiée. Elle a parlé de ce que Henri aurait voulu. Mon père a évoqué le fait que les frais juridiques d'un conflit prolongé seraient préjudiciables pour tout le monde. Gérard a prononcé le mot « contesté » à plusieurs reprises comme s'il venait de l'apprendre. Mon frère, à son honneur, restait silencieux. Il regardait son téléphone. Il regardait le sol. Ma mère a ensuite expliqué, sur un ton qui était devenu plus dur et plus direct, que la succession de Henri avait manifestement été structurée sous « influence indue », son expression. La formule juridique consacrée et qu'ils avaient l'intention de prouver que j'avais manipulé un homme âgé en déclin cognitif. Elle a dit cela en me regardant droit dans les yeux. Tout le monde dans la pièce attendait ma réaction. J'ai dit, puis-je prendre la parole un instant? Elle a fait un geste de la main, comme si elle m'accordait une faveur. J'ai ouvert le dossier. J'ai posé la lettre d'engagement de Daniel Beaumont sur la table basse. J'ai dit, Henri a engagé un conseiller juridique indépendant en 2018, 3 ans avant tout ce que vous décrivez. J'ai posé l'avenant daté du 4 avril 2021 sur la table. J'ai dit, il a modifié ses documents 11 jours après que vous vous êtes arrangé pour devenir son contact d'urgence dans l'établissement. J'ai posé l'évaluation d'aptitude sur la table, celle que mes parents avaient demandée, celle qui avait conclu que Henri était entièrement lucide. J'ai laissé ma mère lire l'entête de la lettre. Elle avait commandé ce document. C'était sa propre preuve. Gérard a dit quelque chose sur le fait que les avocats pouvaient être manipulés. J'ai posé le dossier de 10 cm d'épaisseur recensant les tentatives de contact documentées sur la table. Je n'ai rien dit. J'ai laissé l'imposant volume de ce dossier parler de lui-même. La voix de ma mère a monté d'un ton. Elle a dit que j'avais toujours été la préférée de Henri, que le favoritisme n'était pas la même chose que l'intention,
et que le tribunal ne s'y tromperait pas. Mon père s'est levé. Il a utilisé un mot qu'il n'avait jamais employé avec moi auparavant, et je veux être précise. Je l'ai noté plus tard dans mes notes avec un horodatage, car je savais que ce moment aurait de l'importance. J'ai dit très calmement, « Assieds-toi, s'il te plaît. » Il s'est assis. J'ai sorti une seule page du dossier. La lettre de Henri. Celle qu'il avait écrite lui-même et fait certifier par un notaire. J'en ai lu une ligne, j'ai observé ma belle-fille gérer mes soins de la même manière qu'une personne gère une propriété qu'elle a l'intention de vendre. Non pas avec amour, mais avec un plan. Je ne confonds pas les deux. La pièce est devenue très silencieuse. René a mis sa main devant sa bouche. J'ai posé cette page sur le dessus de la pile. J'ai regardé mon frère. Il fixait la table. Il a dit, sans lever la tête, « Je n'étais pas au courant pour les funérailles. » Sa voix était plate et sincère. Je l'ai noté. J'ai sorti la dame noire du jeu d'échecs de la poche de ma veste, celle qui provenait de la boîte de Henri, et je l'ai posée au sommet de la pile de documents sur la table basse. J'ai dit, il jouait toujours avec les noirs. Il disait que les noirs devaient être plus malins car ils jouent en second. J'ai enfilé mon manteau. J'ai dit, on se verra au tribunal des successions. Je suis sorti. Le recours a été déposé. Il a été rejeté. Le tribunal des successions a examiné la chronologie, l'évaluation d'aptitude demandée par mes propres parents, le dossier de documentation de 10 cm d'épaisseur que Daniel Beaumont avait constitué sur les instructions spécifiques de Henri, et la lettre notariée. Le recours a été rejeté sans audience. 12 mots figuraient dans l'ordonnance de rejet, la capacité ainsi que la volonté du testateur exclut toute contestation raisonnable. La fiducie a été liquidée en totalité. 17 200 000 $, déduction faite des taxes et des frais juridiques. Le portefeuille de biens immobiliers commerciaux a été transféré. La parcelle de Virginie est revenue à Thérèse, qui m'a appelé, et dont la voix au téléphone a provoqué le seul moment de toute cette histoire où j'ai dû poser ma main sur ma bouche un instant avant de parler. Mes parents ont reçu leurs 25 000 $ chacun. Ils ont reçu leurs mots. Je ne sais pas ce que le mot de Henri leur disait. Cela restait entre Henri et eux. Mon frère m'a appelé 8 semaines après la réunion. Il m'a dit qu'il devait me confier quelque chose. Il a avoué qu'il était au courant du projet non pas du mécanisme juridique, mais de l'intention générale de gérer la situation successorale, et qu'il l'avait accepté en gardant le silence. Il a dit qu'il était désolé. Il l'a dit sans chercher d'excuses. Je lui ai dit que je l'entendais. Je lui ai dit que je n'étais pas prête à avoir une conversation plus longue, mais que j'avais entendu ce qu'il disait. C'était honnête. J'en suis resté là. René n'a jamais appelé. Gérard n'a jamais appelé. Mes parents ont déposé un second recours 6 mois plus tard par l'intermédiaire d'un autre avocat. Il a été rejeté en 48 jours. La dame noire du jeu d'échecs repose sur mon bureau de travail, entre mon ordinateur et ma lampe. Je la regarde lorsque je suis en rendez-vous avec un client et que quelqu'un, de l'autre côté de la table, m'explique pourquoi un document ne signifie pas ce qu'il dit pourtant clairement. C'est un objet utile à regarder dans ces moments-là. L'argent a suivi les voies juridiques, puis les miennes. J'ai créé une bourse au nom de Henri à l'université où il avait obtenu son diplôme, la bourse Henri-Eugène Collin pour le commerce et l'éthique, décernée chaque année à un étudiant de première génération. Le premier lauréat a été désigné au printemps dernier. J'ai envoyé à Thérèse une photographie de l'annonce. Elle m'a renvoyé une carte, écrite de sa main, comptant 3 phrases. J'ai fait un don d'une partie de la somme à la clinique juridique de mon école de droit, celle qui fournit des services de planification successorale aux clients âgés sans ressources. Car la situation de Henri m'avait appris quelque chose de précis sur ce qui se produit lorsqu'une personne sans avocat fait face à une famille qui a un plan. J'ai investi le reste, prudemment, par écrit, devant témoins. Je veux vous dire ce que je n'ai pas fait dans cette histoire. Je ne me suis pas battu par colère. Je ne pense pas que la colère soit un outil particulièrement utile. Je me suis battu parce qu'un homme que j'aimais avait pris 11 années minutieuses pour bâtir une structure juridique qui disait « Je vois ce qui se passe, et je choisis autre chose ». Il avait eu confiance dans le fait que cette structure tiendrait, et qu'il y aurait quelqu'un à l'autre bout pour la faire respecter avec lui. Le calme n'est pas synonyme de faiblesse. Ma famille a confondu les deux durant toute ma vie. Ils ont pris mon silence pour de la soumission.
Ils ont pris mon absence lors de leur démonstration publique de soutien pour de l'indifférence. Ils ont vu quelqu'un qui ne contestait pas et en ont conclu que c'était quelqu'un qui n'agirait pas. Henri n'a jamais confondu ces choses. Il lisait les petits caractères. Il savait que je les lisais aussi. Ce qu'ils ont essayé de prendre, ce n'était pas l'argent. L'argent n'était que le mécanisme. Ce qu'ils ont essayé de prendre, c'était la dernière déclaration claire d'un homme qui avait observé, pesé et décidé pendant 81 ans, et qui avait choisi délibérément, légalement, devant témoins, de dire « celle-ci ». Celle-ci s'est montrée présente. Je n'allais pas laisser cette déclaration être effacée. Ni par le chagrin. Ni par la pression. Ni par une table de dîner remplie de gens qui avaient décidé que le livre d'or n'avait pas besoin de mon nom. Le document disait ce qu'il disait. J'ai veillé à ce qu'il le dise là où il pouvait être entendu. Si cela vous a rappelé que la personne qui ne fait jamais d'esclandre n'est pas celle qu'il faut sous-estimer, gardez cela en mémoire. Si cela vous a rappelé que se montrer présent, discrètement et régulièrement, est une chose qui se remarque, même quand on pense le contraire, gardez cela aussi. Henri gardait des preuves. Il les appelait simplement des testaments. Si vous voulez d'autres histoires sur des personnes discrètes et les documents qu'elles laissent derrière elles, abonnez-vous à Family Revenge Stories New. Laissez un commentaire ci-dessous. Je les lis. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre que le calme est une stratégie, et non une capitulation, envoyez-lui ceci. Je vous retrouve dans le prochain épisode.